Je donne la parole à Monsieur Ramis Alakbarov. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Excellence, je prends la parole aujourd'hui à un moment à la fois très prometteur et très dangereux. Nous constatons un tournant pour Gaza, une véritable chance d'un avenir plus radieux, mais bien des incertitudes persistent. Nous constatons également que la situation continue de se dégrader en Cisjordanie occupée et dans la région, en proie à de vives tensions. L'annonce du lancement de la deuxième étape du plan d'ensemble en 20 points du président Trump pourrait grandement contribuer à renforcer le cessez-le-feu à Gaza, tout en mettant sur pied les organes subsidiaires du Conseil de paix, notamment le Comité national pour l'administration de Gaza et le bureau du haut représentant pour Gaza. Je reviens à l'instant du Caire, où j'ai rencontré les membres du Comité national pour l'administration de Gaza, afin de voir comment les Nations unies pourraient apporter leur concours au comité afin de fournir des services publics essentiels, de faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire et de jeter les bases de la reconstruction à Gaza dans le droit fil de la résolution 2803. La tâche est herculéenne et nécessite une coordination étroite entre tous les acteurs en tenant compte les systèmes et les capacités existants. L'ONU est toute disposée à aider le comité les Palestiniens à Gaza alors qu'ils entament le travail fastidieux de la reconstruction. Je me félicite de la découverte de la dernière dépouille d'otages à Gaza et de la restitution de cette dépouille. Je présente mes condoléances à la femme de Rangvili alors que tous les otages sont rentrés chez eux. J'espère que le processus de guérison des familles pourra commencer. La mise en œuvre de la prochaine étape du plan d'ensemble doit être mise en œuvre de bonne foi. Je suis encouragée par l'annonce faite par Israël le 25 janvier de la rouverture du point de Rafah pour les piétons dans les deux sens. La démilitarisation de la bande de Gaza est une condition essentielle préalable afin de faciliter les travaux du Comité national dans l'ensemble de l'enclave. Monsieur le Président, lors de ma dernière visite à Gaza, j'ai pu voir que le peuple gazaoui souhaite un avenir plus stable et plus radieux. Ces 2 dernières semaines, parmi la misère et les souffrances, j'ai vu beaucoup de résilience et d'espoir. Des jeunes qui passaient leurs examens, qui les réussissaient dans les circonstances les plus difficiles. Des agriculteurs qui ne peuvent pas importer des semailles, mais qui continuent de planter dans des serres qui ont été réparées avec les moyens du bord. Tous ces efforts se voient partout à Gaza et méritent notre soutien. Toutefois, presque toute la population gazaoui a besoin d'une aide humanitaire. Les fortes précipitations, les températures froides ont accentué les souffrances de quelques 1,5 million de déplacés à Gaza qui n'ont quasiment aucun moyen de se mettre à l'abri. J'ai entendu notamment des familles faire la garde pendant toute la nuit pour simplement veiller à ce que leur tente ne s'envole pas. J'ai vu une petite fille porter des pierres très lourdes pour que son abri ne s'envole pas dans le vent. Elle m'avait l'air d'avoir à peu près 4 ans. Ce qu'il faut avant tout, c'est une expertise technique, l'entrée d'articles vitaux. Les sites de transition, les sites de logement de transition doivent avoir accès aux services les plus essentiels. Et tout cela doit se faire dans la dignité, dans le respect des principes humanitaires. Le soutien de tous les acteurs s'impose. Dans tous les domaines, les acteurs humanitaires ne peuvent toujours pas mener leur travail dans une grande envergure à Gaza. Leur travail est entravé par l'insécurité, par des difficultés
de douane, le nombre limité de partenaires autorisés par les autorités israéliennes pour apporter des marchandises à Gaza ou encore les refus de passage pour certaines marchandises. Si le couloir de la Jordanie maintient une planche de salut humanitaire, les volumes actuels à Gaza ne représentent qu'une fraction des besoins. Depuis le 10 octobre, seuls 9% de l'aide prévue a pu rentrer à Gaza par le biais de la Jordanie. La maisons, les logements mobiles, le matériel de sauvetage, le carburant, les articles médicaux font l'objet de fortes restrictions, mettant en péril les vies de dizaines de milliers de déplacés et de patients. L'accès aux infrastructures publiques et aux terres agricoles demeure restreint, tandis que les détonations sur des immeubles résidentiels se poursuivent, les déplacements de population également. Le 30 décembre, Israël a annoncé entendre suspendre les opérations de certaines ONG internationales. Le gouvernement a déjà notifié 37 de ces ONG que leur enregistrement expirait à la fin de 2025 car ils n'ont pas respecté la réglementation israélienne. Interdire l'accès à ces ONG aura de lourdes conséquences sur les interventions humanitaires dans tout le territoire palestinien occupé. J'exhorte Israël à revenir immédiatement sur cette décision. En dépit du cessez-le-feu, les militaires israéliens poursuivent leurs opérations militaires, frappes aériennes, pilonnage, tirs partout dans l'enclave. Des échanges de tirs ont également persisté avec des militants palestiniens. Des attaques proches ou au-delà de la ligne jaune éclatent au quotidien. Des centaines de Palestiniens ont péri depuis que le cessez-le-feu a été proclamé, dont de nombreuses femmes et de nombreux enfants. Les civils doivent être protégés en tout temps. Mais parmi ces obstacles, nous nous félicitons également de certaines actions louables, notamment l'acheminement de l'aide par l'Égypte, la Jordanie, Israël, la Cisjordanie occupée et Chypre. Cela joue un grand rôle, a permis d'apporter de nombreuses marchandises à Gaza et d'améliorer la situation nutritionnelle de la population, mais davantage doit être fait. Monsieur le Président, je voudrais consacrer le reste de mon exposé afin d'évoquer la situation qui se détériore sensiblement en Cisjordanie occupée chaque mois aux Nations Unies et au Conseil de sécurité. L'on souligne la gravité de la situation. Mais des changements tangibles doivent se ressentir sur le terrain. La période de l'examen s'est caractérisée par la poursuite des violences, de vastes opérations militaires israéliennes, l'expansion des colonies, la violence de colons, des démolitions et des détentions à grande échelle. Fin décembre, début janvier, les forces israéliennes ont mené des raids à Jenin, Nablus, Hébron, Ramallah, souvent avec des tirs à balles réelles, ce qui soulève de vives préoccupations quant à l'utilisation de la force létale. Un enfant de 16 ans a été ainsi abattu lors d'un raid à Kabatia le 20 décembre, après avoir soi-disant lancé une brique vers des soldats des FDI. Et de nombreux Palestiniens ont été tués ou blessés à mort lors d'opérations au sud de Nablus. Il y a eu également des campagnes d'arrestation à grande échelle de Palestiniens par les forces de sécurité israéliennes, notamment d'enfants, et des signalements de mauvais traitements, de torture, de décès en détention. Les attaques palestiniennes contre les Israéliens perdurent également. Le 26 décembre, un homme palestinien a tué 2 Israéliens, dont une femme, à la suite d'attaques à la voiture bélier et d'attaques au poignard dans le nord d'Israël. Les violences des colons s'intensifient également. En décembre, des attaques de colons menées au déplacement de toute la population de Kirbet Yanoun dans la province de Nablus. Et en janvier, nous avons constaté le déplacement forcé de 80 ménages de Ras Ein al-Aouja dans la province de Jéricho. Les démolitions, les accaparements de terres à grande échelle se poursuivent dans le nord de la Cisjordanie. Des expulsions du quartier de Silwan, de Jérusalem-Est, le 4 janvier, des démolitions massives dans le camp de réfugiés de Tulkarm Nour Shams, fin décembre, démontrent que ces violences, ces déplacements, le morcellement du territoire sont autant
d'évolutions frappantes sur le terrain. L'expansion des colonies est rapide et inexorable. Ces avancées sur les colonies, les déclarations quant au fait qu'il s'agit de terres d'État et la création de postes avancés découpent la Cisjordanie. Lors de la période de l'examen, quelques 1860 unités de logement ont pu être construites dans la zone C, tandis qu'il s'agissait de 2850 unités de logement qui commençaient à être construites à Jérusalem-Est, dont notamment un plan pour 1500 unités de logement dans des tours résidentielles dans un complexe de gouvernement, ainsi qu'un plan à Talpiot Est pour 950 unités de logement. Le gouvernement israélien a également lancé des appels d'offres pour 4770 logements dans la zone C, dont 3401 logements dans la zone E1, si ils étaient construits, couperait le lien entre le nord et le sud de la Cisjordanie. Ces dernières semaines, une campagne de pression contre l'UNRWA a également connu une nette escalade afin de faire cesser les opérations de l'UNRWA sur le territoire palestinien occupé. Le 29 décembre, la Knesset israélienne a promulgué une législation demandant aux autorités israéliennes de s'emparer des installations de l'UNRWA à Sheikh Jarrah et Kafr Akab et nécessitant que les services financiers ne soient plus fournis à l'UNRWA. Ainsi, le 12 janvier, des forces israéliennes sont rentrées dans un centre de santé de l'UNRWA. Une semaine plus tard, c'est le siège de l'UNRWA qui a été démoli. Il s'agit là de graves violations du droit international des privilèges et immunités de l'ONU. Il y a également eu des appels odieux à l'élimination du personnel de l'UNRWA. Je rappelle qu'en vertu de l'avis consultatif de la CIJ d'octobre 2025, Israël est tenu par le droit international de favoriser les opérations de l'UNRWA et non pas de les entraver. En dépit du soutien international accru en 2025, la retenue latérale par Israël de recettes douanières palestiniennes s'est poursuivie. L'autorité palestinienne fait toujours face à une grande crise budgétaire et ce qui ne lui permet que de verser partiellement les salaires des fonctionnaires et les services ont été réduits. Les politiques du gouvernement israélien ont favorisé des tendances destructrices, expansion rapide des colonies et des infrastructures connexes, création et légalisation d'avant-postes, démolition, déplacement, déclaration de terres comme étant des terres d'État et les violences de colons extrêmes épaulés ou tolérés par les forces de sécurité israéliennes, continuent d'attiser les tensions. Ces conséquences sont graves. L'occupation s'implante encore davantage et les terres palestiniennes sont morcelées. Tout cela mine la perspective de la paix et de la solution des deux États. Si l'on n'y fait pas face de façon urgente, cela pourrait également mettre en péril les progrès dans le cadre de la deuxième étape de l'accord de cessez-le-feu. Monsieur le Président, la mise en œuvre de la deuxième phase du plan de cessez-le-feu pour Gaza est essentielle et nécessite notre engagement ferme et collectif. Une occasion nord s'offre à nous de jeter les bases d'un avenir plus sûr et plus stable pour les Palestiniens et les Israéliens, afin de permettre à un gouvernement palestinien légitime de réunifier Gaza et la Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est, et d'avancer vers la fin de l'occupation et un processus politique qui pourrait mettre un terme au conflit. L'ONU continuera d'aider les Palestiniens et les Israéliens à mettre un terme au conflit et à donner corps à la solution des deux États conformément aux résolutions de l'ONU et du droit international. Merci, Monsieur le Président, et merci aux membres